Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de gestion de crise rançongiciel avec Jérôme 16. Bonjour Jérôme. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs Non Limite Sécu sont Raina Stamboliska. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Loïs Samin. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Jérôme, nous avons déjà réalisé bon nombre d'épisodes ensemble, mais pour les auditeurs qui n'en auraient écouté aucun, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Alors, je suis un ancien journaliste spécialisé dans les questions de cybersécurité qui adore tellement ça qu'il a voulu en faire et qui se retrouve finalement à gérer des crises maintenant, donc aider des entreprises qui sont paralysées après une attaque par ransomware ou rançongiciel, comme dirait l'ANSSI, et à essayer de gérer la crise. Alors, on en parlera, on détaillera, mais d'être un peu l'homme orchestre qui permet de coordonner des actions à la fois techniques et moins techniques. Alors, au cours de cet épisode, nous allons faire un focus sur les différentes phases qui constituent cette crise. Et justement, à quel moment est-ce qu'on t'appelle ? Alors, je suis appelé généralement quand le SI est à l'arrêt. Donc, l'entreprise est dans le noir. Ce qui s'est passé, c'est que le rançongiciel, le chiffreur, a détonné. Donc des fichiers ont commencé à être chiffrés, des machines virtuelles ont commencé à être chiffrées. L'équipe interne DSI a commencé à se rendre compte qu'il se passait quelque chose. C'est souvent le vendredi soir, dans la nuit de samedi à dimanche. Ils ont essayé de gérer évidemment la chose telle qu'ils pourraient gérer un incident informatique traditionnel. Et puis au bout d'un certain temps, ils se rendent compte que en fait ils ne peuvent pas, et que ça les dépasse, et c'est à ce moment-là qu'eux-mêmes décident d'entrer en crise, quand ils ont des plans de crise, et là, ils contactent généralement leur assureur, et ensuite, il y a toute une sorte de chemin d'escalade qui fait que ça revient à moi, très souvent, à travers un partenaire, qui est le CERT Intrinsèque. Alors, quand tu arrives sur place, qu'est-ce que tu fais ? La première, alors, sans parler de première action, mais en tout cas, la première étape, ça va être déjà de faire en sorte qu'on organise la réponse. C'est-à-dire que très souvent, à moins qu'il y ait un plan de gestion de crise justement qui a été formalisé, qui a été mis en place correctement, rien n'est vraiment mis en place pour gérer la crise de manière formelle. Les cellules de crise n'existent pas. La distinction entre la gestion au niveau de la gouvernance de la crise, qui est plutôt de l'ordre du COMEX, et au niveau technique de la crise n'existe pas. Parfois, on peut se retrouver face à des DSI qui vont tenter d'isoler leur COMEX de cette crise en pensant qu'ils vont encore pouvoir garder la main. Donc, la première action, c'est d'organiser un petit peu les troupes, d'avoir deux cellules de crise, une cellule de crise qui va être plus décisionnelle, qui est l'équivalent du COMEX finalement, et une cellule de crise plus technique, et d'expliquer beaucoup sur les premières heures en fait de la crise, on est dans de la prise de contexte. Il faut que nous-mêmes on comprenne déjà ce qui se passe et quel est le contexte de l'entreprise, parce qu'on découvre le contexte de l'entreprise, son activité, ses besoins, ses partenaires, son écosystème. Donc les premières heures, c'est organiser les cellules de crise, leur expliquer ce qui va leur arriver. Alors on a de la chance, maintenant le ransomware, c'est plus une maladie honteuse, donc on sait à peu près comment ça va se passer, il y a un peu des figures imposées, hein. Donc on explique, voilà, a priori l'attaquant est là depuis un certain temps, on va essayer de le déterminer, a priori il a dérobé de la donnée, a priori il a probablement été capable de l'exfiltrer. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'une part trouver déjà le point d'entrée, le vecteur de compromission initiale, trouver, et ça c'est super important, quelle est la date de compromission initiale, parce qu'on y reviendra peut-être, mais il y a la phase de gestion de crise, il y a la phase d'investigation, puis il y a la phase de remédiation dans laquelle on essaie de reconstruire le système d'information, et on ne peut pas commencer à reconstruire un système d'information si on n'a pas la date de compromission initiale. Parce que cette date-là permet de faire le tri entre des backups, si les backups sont accessibles, évidemment, n'ont pas été détruits, permet de faire le tri entre, d'un côté, les backups qu'on va pouvoir, à la limite, ressortir tels quels et réutiliser tels quels, et ceux qu'il va falloir faire passer par une procédure de contrôle. Donc voilà, donc j'explique tout ça, finalement. Et surtout, je crois que le plus important, c'est que j'essaye de faire comprendre aux dirigeants qu'ils ne repartiront pas lundi. Et ça, souvent, c'est le plus gros boulot, en fait, au début de crise.
Alors, tu viens d'expliquer que c'était très très important de déterminer la date de la première compromission. Et auparavant, tu disais que c'est aussi très important de déterminer comment les attaquants sont rentrés. Pourquoi c'est important? Alors, en fait, il y a 3 facteurs. J'en ai peut-être oublié un qui est d'avoir des marqueurs propres à l'attaquant, parce que sans ça, on ne peut pas non plus redémarrer. Donc, la date de compromission initiale, donc, on l'a vu, c'est parce que ça permet de trier les backups et de savoir quel backup potentiellement on va pouvoir réutiliser tel quel. Le vecteur de compromission, ça permet d'y remédier de manière à ce que 15 jours après, il ne puisse pas être réutilisé par le même attaquant ou un autre. Et les marqueurs sont importants parce que ça va permettre, au moment de la remédiation, de faire passer un outil qui va permettre de vérifier, de lever le doute sur les machines. C'est-à-dire que l'outil, c'est un Fast Find, par exemple, qui va être chargé avec les marqueurs de l'attaquant, des outils laissés par l'attaquant. Et ça va permettre de le passer sur l'essentiel des backups qui seront sortis des backups, enfin des machines qui seront sorties des backups après la date de première intrusion, de compromission initiale, et de pouvoir vérifier s'ils ont des traces de l'attaque. Et en général, on cumule évidemment tout ça avec l'installation d'un outil antivirus. Ouais, là tu parles de date de compromission, mais c'est date de compromission ou de passage à l'acte et de début de destruction? Parce qu'en fait, moi j'ai eu pas mal de cas de clients qui étaient en fait compromis depuis des mois et des mois, voire des années. Et en fait, le passage à l'acte est arrivé très tardivement, ce qui fait qu'en fait, si tu remontes à la date de la compromission, j'ai un cas en tête où je crois que c'était 6-8 mois avant, on a retrouvé, parce qu'il y avait des backups, des boîtes mail, on a retrouvé quelle était la personne qui s'était fait compromettre par un phishing. Mais remonter à des mois comme ça a pris beaucoup de temps et au final, c'était pas si essentiel que ça. En tout cas, pour cet incident-là, ce qui était plus important, c'est de savoir à quel moment est-ce qu'ils avaient commencé à détruire les données. Dans tous les cas, d'ailleurs, qu'on a traités, les attaquants, on est remonté, la date de première intrusion, comment remonter à peu près 3 semaines, un mois max. Donc ça restait gérable. On n'a pas eu de cas avant, antérieur. Ouais, c'est assez court là. C'est assez court, et pour les plus courts qu'on ait eu, c'est souvent 48 heures, 72 heures pour des attaques flash. Donc on n'a pas eu le cas. Mais je suis d'accord avec toi, si tu dois remonter à 6 mois avant, à la limite, non, c'est pas que c'est plus compliqué, c'est juste que les backups, ressortir des backups il y a 6 mois, ça sert à rien. Dans ce cas-là, il faut considérer que quasiment il n'y a pas de backup, à part des petits logiciels, des trucs applicatifs qui n'ont pas beaucoup bougé, mais sinon il n'y a pas de backup. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres lors de cette première phase? Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, faire comprendre à la direction que ce n'est pas un problème purement technique. Il y a souvent pour les dirigeants qui ne sont pas forcément sensibilisés ou qui n'ont pas pris le temps de réfléchir à la question, pour eux, ils ont une super DSI, ils ont des cracks et ils vont leur régler ça en 48 heures, et c'est un problème purement technique, ils n'ont pas à s'en mêler. Donc faire comprendre que ce n'est pas un problème uniquement de la DSI, qu'eux-mêmes vont avoir des tonnes de sujets particulièrement lourds à traiter qui n'ont rien à voir avec la technique. On y reviendra peut-être, mais il y a des sujets éthiques, il y a des sujets évidemment de communication, il y a des sujets commerciaux, il y a beaucoup de choses. Quand on n'est plus capable de payer ses salariés, c'est pas un problème de la DSI. Quand tous nos gros clients, les plus gros clients, ont perdu confiance et ne veulent plus travailler avec nous, c'est parce qu'ils ont des interconnexions qu'ils ont bloquées, c'est pas un problème de la DSI dans l'immédiat. Ça va être le problème de la DSI de remonter évidemment l'infrastructure qui va bien, mais dans l'immédiat, il faut quand même garder le contact avec les clients, il faut tenter de les rassurer, il faut tenter, ou les partenaires. Donc il y a plein. Puis il y a des sujets juridiques, on en parlera peut-être, mais effectivement, le dépôt de plainte, c'est pas le problème de la DSI. Donc faire comprendre que c'est pas un problème technique uniquement, et encore une fois, faire comprendre que oui, vous êtes parti pour 8 à 10 jours de blackout ou quasi blackout. Et ça, c'est super nouveau, parce que si on se réfère à des analyses de risque qu'on pouvait voir passer il y a quelques années de ça, personne, à ma connaissance, mais peut-être que certains d'entre vous ont vu beaucoup plus de ces analyses de risque que moi, mais à ma connaissance, personne n'avait prévu un risque global, mondial, c'est-à-dire que la boîte qui a 4 usines dans le monde qui tournent 24/7, il n'y a pas de scénario de risque où les 4 usines sont à l'arrêt en même temps pendant 8 ou 10 jours. Alors que le rançongiciel, ça fait ça, quoi. Donc voilà, c'est leur expliquer que oui, c'est 8 à 10 jours où vous allez être quasiment dans le blackout. C'est arrivé à Daimler qui a eu toutes ses usines aux États-Unis paralysées par un ver vers 2005. Ils s'étaient propagés latéralement. Mais du coup, si on fait les bonnes analyses de risque, ça aurait dû y être. Mais effectivement, je partage ton retour, c'est que la tendance, c'est que les effets catastrophiques dans les analyses de risque ont tendance à être inacceptables et à être minimisés. On trouvera toujours un facteur modérateur jusqu'à ce que ça se produise en vrai.
Et sur une longue durée, parce que quand on leur dit 8 à 10 jours, ils sont souvent, c'est le déni d'abord. Hein. La première réaction, c'est le déni, dire c'est pas possible. 8 à 10 jours, c'est l'interruption quasi totale de service. Moi, mon expérience, c'est que souvent, des entités sur lesquelles je suis intervenu, un an après, tout n'est pas revenu à la normale en termes de services fournis. Et c'est le retour qu'on a aussi de collègues étrangers, c'est-à-dire que une infra avec un petit peu de services compliqués, des choses avec de l'historique, il faut plus d'un an pour revenir à la normale, et en fait, dans certains cas, on ne sait pas quand. Oui, tout à fait. Je dis bien 8 à 10 jours de blackout, quasi blackout complet. Ensuite, on commence à avoir des choses qui viennent refonctionner en mode un peu dégradé, mais acceptable. Je partage ton point de vue aussi sur ce que tu disais qui me semble important, c'est qu'il y a une incrédulité des dirigeants quand on leur dit ça va pas se régler en 2-3 jours. Et d'ailleurs, mon expérience, c'est que souvent, ils essayent quand même sur 3-4 jours. Les gens font 96 heures en 4 jours. Et ils essayent quand même de résoudre jusqu'à ce qu'ils se crament une première fois et qu'ensuite, ils admettent que c'est plutôt un marathon. Je sais pas si c'est ton expérience. Ah, tout à fait, oui, tout à fait. La première intuition, c'est que ça peut pas arriver par mois et puis on est meilleur que les autres. Donc nous, on va repartir lundi. Comment t'expliques ça à un chef d'entreprise que son entreprise va être coupée elle est déjà coupée, mais elle va être coupée pendant 10 jours et que potentiellement il en a encore pour 1 an pour que pour que ça remonte à 80%. Comment tu lui expliques et comment est-ce qu'il entend ça? 10 jours où t'as pas de date aussi. Enfin, concrètement, je pense que quand tu commences, tu sais peut-être pas si dans 10 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois en plus. C'est encore pire pour un dirigeant. C'est ça, c'est 8 à 10 jours parce que chez tous les autres, en fait, j'explique aussi à la victime que je suis payé pour partager avec elle mon expérience précédente. Donc 8 à 10 jours, c'est l'expérience. Voilà, je lui dis, écoutez, la réalité est là. Jusqu'à présent, 90% des victimes que j'ai accompagnées, c'était 8 à 10 jours de blackout. Donc, soit vous êtes vraiment meilleur que les autres, et puis on le verra, mais a priori, selon toute logique, voilà, ça sera 8 à 10 jours. En revanche, je dis jamais 1 an. Hein. Je parle jamais de la galère va continuer peut-être encore 1 an. Mais ça en devient presque, à ce moment-là, on est presque dans une phase limite de négociation qui ne dit pas son nom. C'est ah non, mais vous êtes sûr que c'est 10 jours parce que moi, j'ai une échéance là dans la semaine prochaine, vous pouvez rien faire, etc. Donc, mais voilà, au final, on en arrive quand même à accepter l'idée, ils en arrivent quand même à accepter l'idée que oui, effectivement, ça va être long. Et puis leur DSI est derrière et explique, là aussi, la DSI sont généralement beaucoup plus informés quand même que leurs dirigeants. Et quand, à côté, dans le point technique, j'explique ne serait-ce que le process pour avoir à nouveau confiance dans leur AD, où je leur dis, la première action là, aujourd'hui, c'est de rien faire pendant 48 heures, parce que nous, on a besoin pendant 48 heures qu'il ne se passe rien pour collecter des traces. Et c'est cette collecte de traces, on a besoin que vous, en tant que DSI, vous soyez 100% focus sur la collecte de traces, avec un outil d'ailleurs qui est l'outil de l'ANSSI, le DFI RORC. On a besoin que vous soyez 100% focus sur la collecte de traces et pas sur le redémarrage, parce que c'est ces traces-là qui vont nous permettre de redémarrer plus vite. Et ensuite, l'étape suivante, c'est de leur dire, d'ailleurs, si vous voulez anticiper des trucs, parce que c'est toujours la question, mais on va collecter des traces, mais enfin, en même temps, ça va pas nous prendre toute la journée. Bon, souvent oui, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'on peut anticiper? Donc oui, on peut anticiper, et là je leur explique le processus qui va permettre de retrouver la confiance dans leur AD. Et là, en général, eux comprennent que ça va être très long. Et du coup, j'ai des alliés dans la DSI. Jérôme, là-dessus, tu n'as pas encore parlé des processus du métier par lui-même. Donc, concrètement, est-ce qu'il y a un PCA métier? Concrètement, est-ce que ça joue aujourd'hui quand tu vas dans une entreprise de regarder aujourd'hui qu'est-ce que chaque métier a prévu comme solution palliative, etc. Enfin, comment tu incorpores justement ces différents visions métiers, de repli, etc. pour pouvoir travailler au minimum sans SI total, ou finalement c'est totalement indépendant Alors, j'espère que je ne vais pas dire une grosse connerie et prouver que je suis totalement incompétent en la matière, mais clairement, le PCA n'a jamais été une question dans les premières heures ou premiers jours de la crise. Jamais. Ça arrive un peu plus tard, quand on entre dans des réflexions qui concernent plutôt l'organisation du travail. Comment on va faire tourner des équipes, comment on va faire revenir des gens sur site, là il se raccroche à un PCA. Ne serait-ce que comment on va prévenir les salariés de qui peut venir bosser, qui peut pas venir bosser. Voilà. Là le PCA commence à arriver. Mais au début, sur les premiers jours de la crise, j'ai jamais vu de PCA qui soit mis en place et qui soit utile. Donc c'est à part, on gère le truc à part. Jérôme, j'ai plusieurs questions en fait, parce que tu sais, on avait discuté il y a des années de nos expériences relatives de crise. Et en fait, j'ai une question qui concerne la timeline.
qui concerne en fait, tu sais, l'ordonnancement des actions. Donc tu as un peu commencé à en parler avec les 48 heures, etc. Est-ce que tu peux en fait nous en parler de quel est l'ordonnancement des actions, quels sont les délais, on va dire, qu'on anticipe, parce que tu as des mesures qui sont conservatoires, tu as des mesures qui sont là pour préparer en fait la partie judiciaire, on va dire. Tu as des mesures qui à un moment donné vont commencer à arriver pour reprendre l'activité, etc. Est-ce que tu peux un peu nous en parler pour préciser ces aspects-là, parce que ça dépend de qui tu parles, enfin à qui tu parles, et il y a des délais différents. Des délais et des ordres peut-être différents. Comme je le disais, à mon sens, mais après il peut y avoir différentes approches, mais à mon sens, sur les premières 48 à 72 heures, il vaut mieux se focaliser sur on fait un freeze complet. De toute façon, on sait pas vraiment ce qui se passe. Donc la première action, c'est d'essayer d'avoir du endurance, d'avoir du contexte, de faire remonter qu'est-ce qui marche pas, qui peut travailler, qui peut pas travailler. Donc déjà, ces 48-72 heures peuvent être utiles à ça. Ensuite, on se focalise pendant ce temps-là sur la remontée d'informations, ce que je disais, les prélèvements de traces. Et ça, c'est long parce que le DF-Error, Christophe en parlait, c'est un binaire Windows qu'il va falloir aller exécuter sur un data center qui est dans le noir, sur des machines qui ont été éteintes sauvagement peut-être, qui sont peut-être pas connectées. Ces machines-là, il va falloir trouver le moyen de les remettre en ligne d'une manière ou d'une autre, aller exécuter un binaire qu'on a récupéré peut-être sur une clé USB, faire tourner, récupérer la sortie, aller mettre ça sur un SFTP quelque part, donc sur une machine qui est connectée alors que tout est dans le noir et qu'il n'y a plus de connexion. Voilà, donc il y a quand même des tâches un peu logistiques qui vont être un peu compliquées. Il faut, pendant cette période-là, on est toujours sur les premières 48-72 heures, il faut récupérer un max de logs. Donc, arrêter tout ce qui peut être encore en train de tourner et qui va écraser, faire tourner des logs et les écraser. Allez voir le prestataire. Alors ça fait partie des grands classiques. Allez voir le prestataire d'infogérance de pare-feu et lui dire « Monsieur, j'ai besoin, mes experts en cybercriminalité externe me demandent 90 jours de log de pare-feu. Dans le contrat, je dois pouvoir vous les demander rapidement. » Et se retrouver avec 3 minutes de log. Ça, c'est véridique, c'est le pire qu'on ait vu. C'est que le prestataire d'infogérance de pare-feu était capable de fournir 3 minutes de log. Et en général, les logs de pare-feu contiennent pas grand-chose en plus. C'est ceux de proxy qui sont vraiment intéressants. Voilà. Ou de DNS quand il y en a, mais c'est rare. Voilà, DNS quand il y en a, les proxys c'est mieux parce que là on voit tous les postes de travail qui ont pu aller beaconner ou des choses comme ça. Le pare-feu c'est intéressant aussi parce qu'on va pouvoir voir quand on va avoir identifié des C2, un C2 par exemple, à travers une machine qu'on a. Tu peux expliquer ce qu'est un C2 rapidement ? Un centre de commande et de contrôle, c'est-à-dire c'est une partie de l'infrastructure de l'attaquant en fait, dont il se sert pour garder le contrôle, exfiltrer de la donnée, aller piloter finalement son attaque. Lorsqu'on a identifié, parce qu'on est tombé sur une machine durant l'analyse où on a pu récupérer une adresse IP, ce qui va être intéressant, c'est d'aller rechercher cette adresse IP dans les logs des pare-feux et de manière à faire émerger peut-être 10, 15, 20 machines qui ont tenté de communiquer avec la même IP. Et dans ce cas-là, ça nous fait ressortir tout de suite des machines d'intérêt dont on sait qu'elles ont été compromises puisqu'elles ont tenté de communiquer avec les autres. Bref, donc tout ça, c'est les premières 48 heures, c'est super dense pour ça. Une fois qu'on a acquis tout ça, et je passe sur le fait que pendant tout ce temps, la DSI, en plus de tout ce que je viens d'évoquer, devrait commencer à préparer la reconstruction, au moins en préparant des VLAN isolés, neufs, de manière des VM qu'on va devoir reconstruire à neuf, etc. Donc il y a toute une part qui est purement d'infrastructure. Et à côté de ça, il y a la cellule de crise managériale à qui je demande, votre rôle, c'est de définir les priorités en termes purement business. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la boîte survive ? Qu'est-ce qui doit fonctionner ? Si je prends un exemple, par exemple, on va dire qu'on est dans un cadre industriel, est-ce qu'il faut prioriser le paiement des salaires ? Est-ce qu'il faut prioriser d'accepter des commandes, mais pas forcément de les livrer ? Ou à l'inverse, il faut prioriser de livrer les commandes et d'évacuer, de vider les stocks, mais pas forcément d'en accepter des nouvelles ? Voilà, donc il y a des choix comme ça stratégiques. Une fois qu'on a établi ces choix stratégiques, on les passe en cellule de crise technique, et la cellule de crise technique va devoir décliner une priorité métier, une priorité stratégique en une série de VM qui servent cette priorité-là et toutes leurs dépendances, l'AD, le DNS, le machin, tout ce qui va avec. Donc c'est super dense cette première phase-là. Toujours dans cette phase-là, je suis curieux de savoir si tu as l'opportunité. Nous, ce qu'on voit souvent, c'est évidemment, si une équipe de réponse à incident capée intervient,
les aspects techniques sont rarement en soi un problème, si ce n'est d'obtenir des accès. Tu as parlé sur les prélèvements. On a l'impression qu'un prélèvement va se faire instantanément, mais quand il y a 75 000 PC, on est content quand on en récupère 50 000, et ça ne va pas mettre 2 jours, ça peut mettre 2 semaines. Du coup, ça va être phasé. Mais dans la partie organisation de la gestion de crise, tout ce qui est gestion du temps, du battle rhythm pour reprendre le terme, tout ce qui est gestion de tous les fils d'activités qui ne sont pas techniques, la communication, les évaluations des impacts avec les métiers, la gestion de la relation avec l'assureur, avec les autorités, tout ça. Tu interviens pour aider tes clients à s'organiser, pour mettre en place la comitologie et tout, enfin, tout ce qui va faire vivre la crise au niveau stratégique, hein. Complètement. Ça fait partie, en fait, ma valeur ajoutée, elle est dans ça. C'est-à-dire dans cette capacité à la fois d'accompagner sur le volet organisationnel et structurel de la crise en termes, dans le sens structure, pas informatique cette fois-ci, mais humaine et process, et en même temps de comprendre ce que font typiquement mes petits camarades du CERT intrinsèque, qui eux mènent l'investigation numérique, la capacité de comprendre ce qu'ils font et d'amener ça auprès de la DSI dans un contexte dans une optique plutôt de reconstruction sécurisée. C'est-à-dire pour ne pas se tirer une balle dans le pied quand on va repartir. Et au milieu, comme tu l'as dit, il y a la communication. Parce que la communication ne peut pas être en vase clos. Il faut que la communication soit associée d'une manière ou d'une autre à la technique. On va essayer de créer une fac de communication unique qui va porter des messages qui sont validés, qui sont justes, qui sont transparents, mais pas trop. On n'est pas non plus obligé de tout raconter, mais il faut être juste et transparent. Donc ça fait partie aussi de ce que j'apporte. Justement, faire le lien entre la communication et la technique pour avoir des messages qui soient pas trop délirants, qui soient pas trop naïfs, qui soient pas trop optimistes aussi. La communication a parfois tendance à être ultra optimiste, donc il faut, évidemment les techniciens pas du tout optimistes, donc il faut arriver à enrober tout ça et à faire converger tout ça. Donc oui, complètement. Ouais. Et surtout parler, comme tu l'as dit, il y a des temps, et donc essayer de structurer les temps en disant voilà, là on est sur les premières 48 heures, on se focus là-dessus. On verra. La communication sur les premières 48 heures, c'est pas la peine de vouloir communiquer. Ça sert à rien. Communication interne et communication externe, il y a un choix aussi à arbitrer ? Il faut faire les trois. Il y a 3 niveaux de communication. À mon sens, tant que l'entreprise n'est pas une entreprise qui opère sur du B2C, donc sur ce qui a une activité qui est très publique. Tant qu'il n'y a pas de B2C et tant que l'entreprise, la marque n'est pas attaquée directement, la communication publique, clairement, on s'en tape. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est le parent poivre. Encore une fois, se prendre en ransomware, c'est plus une maladie honteuse. La victime n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière, on s'en fiche finalement. Par contre, tu as tes partenaires et tes clients, éventuellement, tu es même interconnecté avec eux. Voilà, il y a 3 niveaux. Il y a donc cette communication publique qui est... il ne faudrait pas dire ça, mais qui n'est pas la priorité, clairement. À moins que la marque soit attaquée et à moins que ce soit du B2C, sinon, ce n'est pas le plus important. Après, il y a l'interne. L'interne, c'est quand même important parce que l'interne, il y a des salariés qui se posent beaucoup de questions sur l'emploi. Est-ce qu'il va y avoir des licenciements ? Est-ce que je viens pas au bureau la semaine prochaine, mais est-ce que c'est des RTT ? Est-ce que c'est quoi en fait ? Voilà, donc là il faut apporter est-ce que mes données personnelles ont été volées ? Voilà, donc là sur la communication interne, il y a des choses à apporter un peu différentes de l'externe. Après, il faut pas être naïf. Tout ce qu'on dit en interne sera sorti en externe très rapidement. Parce qu'il va y avoir un syndicaliste qui va aller parler avec un journaliste, parce qu'il va, dans la famille, dans tout ça, donc ça sort assez vite. Voilà. Donc il faut que, évidemment, toutes ces communications soient alignées, mais on donne un peu plus de détails, évidemment, en interne, notamment pour rassurer, sur la partie plus données personnelles, emploi, etc. La troisième, c'est les partenaires, ce dont tu parlais, Christophe, les gens qui ont des interconnexions. Et là, eux, il leur faut une communication beaucoup plus technique. L'objectif pour eux, vis-à-vis d'eux en tout cas, c'est de leur redonner confiance, leur montrer qu'on gère la crise, que c'est géré par des professionnels, qu'on est capable de partager avec eux en toute transparence des indicateurs, des marqueurs, des techniques, des TTP, des TTPs. Et ça passe vraiment de technicien à technicien, pour le coup. Est-ce que tu peux, parce que Christophe a un peu anticipé ma deuxième question, du coup, tu as un peu commencé à aborder le sujet de qui fait quoi, mais en fait, ce que je constate, c'est que, et je sais pas, confirme-moi si c'est pareil, il y a toujours cette incompréhension de savoir qu'une situation d'incident, c'est pas la même chose qu'une situation de crise.
Et du coup, tu as aussi, et surtout quand tu fais venir des externes chez toi, donc déjà tout est par terre et en plus tu travailles avec des gens dont tu connais pas en fait la façon de travailler, les contraintes, etc. et qui essayent en plus de t'expliquer tes propres contraintes dans cette nouvelle situation. Est-ce que tu peux en fait nous parler un peu plus en détail des entre guillemets types de profils que tu rencontres dans une gestion de crise rançongiciel? Type de profil, dans quel sens? C'est du côté dirigeant, du côté DSI, Fonctionnalité. Qui fait quoi en gros, si tu veux? Ah oui. Alors, clairement, on a dans la cellule de crise décisionnelle, on va avoir très souvent le patron. Alors ça, pour le coup, c'est assez contraire à des bonnes pratiques de gestion de crise où on dit que dans la cellule de crise, il ne devrait pas y avoir le patron parce que le poids hiérarchique va écraser un petit peu tout le travail de la cellule de crise. Ça, c'est sur le papier, je le vis pas véritablement. Très souvent, le patron est là et clairement, quand on arrive dans une situation comme ça où son entreprise est au bord de disparaître, hein. Pour le coup, on a vraiment aidé des entreprises qui pouvaient disparaître du jour au lendemain. Le patron, forcément, il est concerné, il est là, quoi, et c'est pas nous qui allons le mettre dehors de la cellule de crise. Ensuite, il y a tout l'état-major habituel. Pour moi, la base, ça va être le légal, le juridique, donc la communication, évidemment en représentant technique. Et à côté de ça, tous les chefs de BU ou de métier qui sont concernés. Donc là, on est sur une partie plus gouvernance. Ce qui va être ultra important dans cette cellule de crise, enfin dans la cellule décisionnelle, c'est de faire en sorte que les décisions soient prises sans que... En fait, tous les chefs de BU pensent qu'ils sont prioritaires quand on commence à parler de redémarrage. Donc tout le monde veut redémarrer en premier, tout le monde veut bénéficier de toute l'expertise de la DSI en premier. Donc ce qui est très important, c'est d'arriver à mettre tout le monde d'accord pour figer une liste de priorités qui, lorsqu'elle est transmise à la DSI, la protège, que la DSI puisse dire lorsque quelqu'un de hiérarchiquement très élevé, un chef de BU, un chef de région, viennent voir en tapant du poing sur la table en disant je suis désolé Coco, mais moi c'est ma messagerie que tu fais repartir en premier, que la DSI puisse dire attends, désolé, en cellule décisionnelle, il a été acté que ça sera celle de telle région. Maintenant, je comprends que tu sois pressé. Si tu as de très bonnes raisons de l'être, dans ce cas-là, tu amènes ton cas à la prochaine cellule managériale et tu essaies de faire en sorte que ça soit voté, que ça soit acté comme ça. Voilà. Donc ça protège la DSI. Ensuite, dans la DSI, généralement, dans cette cellule technique, il y a forcément, évidemment, le DSI, évidemment le RSSI et évidemment le responsable d'architecture. Après, selon la taille de la boîte, on retrouve tout le temps, moi c'est celui que j'adore, c'est l'homme qui sait tout faire, qui a les mains partout, qui si on le retient pas va dormir 2 heures dans la semaine. Voilà. Donc il y a toujours un petit peu le gars qui est super efficace, alors évidemment c'est la contrepartie de ça, c'est qu'il faut quand même l'encadrer un peu. Déjà pour l'envoyer dormir, ensuite pour pas faire les trucs trop vite et n'importe comment, mais en tout cas ça peut être une ressource précieuse. Après il y a le juridique, donc ça juridique c'est particulier on va dire, hein. C'est particulier dans le sens où le juridique est là pour protéger au maximum et au cordeau la société. Malheureusement parfois le juridique doit s'appuyer sur des connaissances fortes, précises, carré de la situation. Et nous, tout ce qu'on a, c'est rien. La gestion de la crise, c'est gérer l'ambiguïté. C'est prendre des mauvaises décisions, choisir entre 2 mauvaises décisions, parce qu'on n'a pas plus d'infos. Et le juridique, en général, évidemment, ça l'échafouine, ça. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de discussions là-dessus. Pareil pour la communication. Hein. La communication va vouloir s'engager sur des choses. La technique, et ça je le vois avec les petits camarades du cercle intrinsèque, parle uniquement de suppositions, ne s'engage jamais sur rien. Ce sont des hypothèses. Voilà. La communication ne peut pas se satisfaire d'hypothèses, quoi. Il faut avoir des trucs à dire. Et voilà. Donc voilà, tous ces profils-là, je ne parle pas ensuite des profils psychologiques, avec des gens qui sont plus sanguins que d'autres, mais toutes ces fonctions, en tout cas, doivent être organisées pour que, au final, on arrive quand même à s'appuyer sur des choses qui sont comprises par tous, à projeter des attentes
qui sont comprises par tous, y compris dans l'entreprise, parce qu'un gros problème, enfin une grosse cause en tout cas de stress et de mauvaises ondes, c'est quand les attentes sont décorrélées, quand en fait on ne fixe pas assez rapidement ce qu'on va pouvoir faire et dire dans telle et telle période et qu'on laisse planer des attentes excessives qui ne seront évidemment pas réalisées. Là, ça crée de la tension. Donc beaucoup du travail humain, c'est ça, c'est fixer les attentes des uns des autres, rassurer tout le monde en disant les gars, c'est normal, vous n'êtes pas les premiers à passer par là, vous n'êtes pas les derniers à passer par là, c'est normal de ne pas savoir, c'est normal que ce soit le chaos. La crise, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est pas un incident. Là aussi, tu demandes à chaque spécialiste de la crise à qui tu vas demander, tu auras une réponse différente. Mais pour moi, la crise, c'est quand c'est pas écrit dans les bouquins, en fait. Petite question. Très souvent, quand on va dans une organisation, ce qu'on voit, c'est des procédures et des procédures de gestion d'incidents. Et en fait, souvent, ce qu'on y lit, ce sont des choses qui ne rassemblent pas beaucoup à une situation d'infection rançongiciel, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement des sujets incidents, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est une crise, et en fait comment on fait cette bascule d'un incident vers une crise? C'est quoi l'événement déclencheur? Raconte-nous. Alors, je pense que tu auras autant de réponses que de gens à qui tu poses la question. De mon point de vue, l'incident, c'est quelque chose pour lequel on a un playbook, on sait quoi faire. Donc, on sait que face à telle panne, telle chose, on va agir de telle sorte. La crise, c'est quand on ne sait plus quoi faire. C'est quand les moyens à disposition sont débordés, sont dépassés, qu'il n'y a pas de plan et que l'on doit finalement improviser. J'ai coutume de décrire la crise comme devoir courir avant d'avoir appris à marcher. C'est qu'on est jeté dans le grand bain tout de suite, on ne sait pas quoi faire, la survie de l'entreprise est en jeu, et il n'y a pas de plan, il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de script. Voilà, la crise c'est ça. Donc la crise c'est une improvisation permanente, c'est un choix permanent entre deux ou trois mauvaises solutions, avec un objectif commun qui est la sortie de crise, c'est-à-dire préserver la survie de l'entreprise, de l'emploi. Je parle de crise ransomware, hein, évidemment, quand des vies humaines sont en jeu, c'est une autre affaire. C'est donc de préserver l'image de l'entreprise, préserver sa capacité, ou retrouver en tout cas sa capacité de fonctionnement nominal dans un contexte où on n'a pas toutes les informations. C'est mouvant, on ne sait rien, et on doit petit à petit apprendre et prendre des décisions au fur et à mesure. C'est en tout cas ma vision. Alors, on va revenir aux différentes étapes. Rançongiciel, on parle de rançon. Alors, à quel moment on décide de payer ou pas la rançon? Est-ce que tu as déjà vu le fait des victimes payer les rançons et que ça solutionne leurs problématiques? Alors, voir des victimes payer la rançon, paradoxalement, c'est, de mon point de vue en tout cas, alors il y a peut-être un biais de sélection et que c'est plutôt des entreprises assez grandes et assez structurées que j'aide, qui ont donc souvent des backups, qui ont des moyens, etc. Il y a très peu d'entreprises qui ont payé des rançons. C'est arrivé. Il m'est arrivé de faire l'intermédiaire aussi, mais c'est pour ça, je vois Christophe opiner du chef. Sur tout le panel, vraiment depuis 3 ans de victimes que j'accompagnais, il y a eu très 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 peu de paiements de rançon. Alors, la question étant, est-ce que ça aide, est-ce que ça sert à quelque chose de payer la rançon, ou mettons la limite. Pour moi, ça sert. Pour moi, la ligne rouge est ok. On peut commencer à se poser la question si on est sûr de mourir demain. Si l'entreprise est sûre de mettre la clé, si on n'a pas le choix que l'entreprise meure demain, on peut se poser la question. Avant ça, à mon sens, ça ne sert à rien. Pour plein de raisons, mais si on est juste sur des raisons techniques, payer la rançon, ça veut dire quoi? Ça veut dire récupérer un binaire qui va permettre de déchiffrer les données qui sont inaccessibles, mais toujours présentes sur les VM chiffrés. Qui devrait permettre. Pardon? Qui devrait permettre, voilà. Alors, voilà, et on va y venir. Mais déjà, premier truc, ce binaire, c'est quand même un outil qui nous est donné par un cybercriminel, par un criminel connu, qui nous demande de l'exécuter sur notre SI en désactivant les antivirus parce que ça peut perturber le processus de déchiffrement. Donc, quand on explique ça à l'entreprise, on leur dit,
Comprenez, enfin, c'est quand même un leap of faith, comme on dit en anglais. Hein. J'ai un binaire qui m'est donné par un criminel connu et qui me demande de l'exécuter partout en désactivant mon antivirus. Les juristes disent non tout de suite, là, je confirme. Hein. Même un peu frileux, là, on va dire, on va arrêter les conneries. Mais bon. Ça peut être encore plus compliqué que ça, parce qu'il y a pas mal de binaires de déchiffrement qui utilisent le chemin du fichier pour régénérer la clé. Et donc, il faut le faire en place. On ne peut pas le faire sur des copies de fichiers ou des copies de disques faites hors ligne. Il faut le faire en place sur le système d'information. Et croire que, et c'est pas toujours le cas, qu'il n'y a pas un bug dans le déchiffrement. Parce que, évidemment, les attaquants, ils testent beaucoup plus le code de chiffrement que celui de déchiffrement, parce que pour eux, au moment où ça déchiffre, ils sont dans la pré-vente, quoi. Et c'est comme tous les développeurs logiciels, hein, le code le plus testé, c'est celui qui passe à la démo. Et du coup, nous, ce qu'on a pu voir, c'est les codes de déchiffrement qui avaient des bugs, en particulier des bugs de dépassement de pointeurs ou des choses comme ça, qui faisaient que les petits fichiers les déchiffraient bien, mais quand ils déchiffraient une base de données ou une VM, ils corrompaient tout. Et comme en plus, il n'y a généralement pas de code pour gérer les remplissages d'espace disque ou les trucs comme ça, quand ils corrompent tout, c'est irrécupérable. Et justement, Jérôme, dans les choses que tu as vues, dans l'expérience que tu as vue, ceux qui ont payé, est-ce que ça a vraiment servi, que ça a vraiment fonctionné, ou finalement le client a mis de l'argent et derrière ça fait peut-être plus de dégâts, ou la clé, ou ils ont rien donné comme clé? Ça n'a pas été probant, parce qu'il faut savoir aussi que donc, et comme le disait Christophe, en fait, pendant le chiffrement, il y a des bases de données, il y a des fichiers, il y a des choses qui vont être fermées de manière un peu sauvage et qui seront corrompues parce qu'ils ont été mal chiffrés, mal fermés de manière un peu sauvage. Donc on récupère pas tout. Ensuite, je passe sur la partie confiance. Si on fait ça pour gagner du temps, mais qu'on veut s'assurer de la confiance quand même du binaire, il faut faire réécrire le binaire. Donc il y a quand même un marché de sociétés parfaitement légitimes qui sont capables, qui proposent en tout cas de réécrire des binaires de manière à avoir un binaire un peu mieux écrit, un peu plus fiable, et sans problème de confiance. Mais déjà, ça prend du temps. Donc si on fait ça pour gagner du temps, déjà on a perdu le temps de la réécriture. Ensuite, le déchiffrement, c'est pas immédiat. Hein. Ça prend plusieurs heures par machine. Donc on gagne pas forcément du temps là-dessus. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On récupère des fichiers alors certes, si on les avait plus du tout parce que tous les backups étaient morts, ça a une valeur, mais sinon la plupart du temps, on récupère des trucs qui étaient dans les backups. En revanche, on n'a pas fermé la porte d'entrée, donc ça c'est un travail qui reste à faire. On n'a toujours aucune confiance dans le système d'information, donc ça c'est encore un travail qui reste à faire, de lever le doute sur le système d'information. Et ça c'est la partie purement technique. Si on va sur la partie morale ou éthique, et ça c'est le cas notamment, enfin ça intéresse des sociétés qui ont un directeur de l'éthique, on sait que quand on paye pour avoir un déchiffreur comme ça, on paye un groupe de cybercriminels. On sait que les liens entre cybercrime et crime organisé sont poreux. Donc ça veut dire qu'une entreprise qui va payer pour avoir son déchiffreur, finalement, va indirectement payer pour des pratiques telles que de la traite d'êtres humains, du trafic de drogue, du trafic d'armes, peu importe. C'est de l'argent qui peut, par ruissellement, qui peut aller financer des choses comme ça. C'est pas direct, c'est pas dit que, mais en attendant, du point de vue éthique, ça peut être reproché à l'entreprise. Au-delà de ça, on sait que les États-Unis ont établi une liste noire de wallets, de personnes et de groupes, où si on paye une entité qui est sur cette liste noire, l'entreprise est considérée comme financier du terrorisme par le gouvernement américain. Si on a des activités aux États-Unis, c'est déjà pas top d'être considéré comme un financier du terrorisme pour le business, c'est pas super. Mais même si on n'en a pas, quand on voit ce qui s'est passé par exemple avec l'affaire Alstom, il faudrait être très très naïf d'imaginer que dans 5 ans ou 10 ans, on se retrouve sur un appel d'offres à l'autre bout du monde en face d'une société américaine et que le gouvernement américain ne va pas sortir cette affaire-là pour essayer de discréditer l'entreprise. Et voilà, c'est jamais arrivé, moi je ne l'ai pas vu, c'est juste mon esprit un peu pervers qui pense à des trucs comme ça, mais je pense que si moi j'y ai pensé, d'autres y ont pensé évidemment. Je pense que concrètement aussi, il y a une idée de je paie la rançon et du coup tout redevient comme avant moyennant un temps normal. Et en fait, une fois que le système d'information est cassé, c'est un peu comme une pompe qui est désamorcée. Il y a un temps de redémarrage qui va être incompressible, qu'on récupère les fichiers depuis des backups ou qu'on les récupère par déchiffrement. Ce redémarrage il peut être plus ou moins long, et puis il y a en plus quelque chose qui va se produire, parce que là évidemment on n'est plus dans les 48 heures, on a mis en place des mesures pour que les processus métiers les plus vitaux redémarrent, et du coup on essaye de récupérer le reste. Et en fait à un moment il va falloir réconcilier les données qu'on commençait à vivre pendant la crise avec les applications les plus critiques qu'on a remises en place, avec celles qu'on va récupérer à côté, et ça va pas se faire en 2 jours.
Alors, j'ai une petite anecdote vécue sur le sujet. Je suis un grand fan du mobilier de bureau Steelcase. Et donc, j'adore les fauteuils Steelcase. Et l'an dernier, vers le mois d'octobre, j'ai voulu changer de fauteuil Steelcase et je suis allé chez Steelcase dans le showroom pour commander mon fauteuil, le personnaliser avec tout ce que j'aime. Et 3 semaines, un mois plus tard, mon fauteuil a été livré, parce que c'est fabriqué à la commande quand on les personnalise. Mon fauteuil m'a été livré. Et il se trouve que quelques semaines ou jours plus tard, Steelcase était victime d'un ransomware. Bon, ça m'a fait sourire parce que voilà, du coup, j'imaginais ce qui se passait pour eux et j'étais bien content d'avoir reçu mon fauteuil juste avant. Et 3 semaines, un mois plus tard, je reçois un email me disant que mon fauteuil allait m'être livré dans la semaine qui venait. Et clairement, c'était un problème de resynchro, c'est-à-dire que le fauteuil avait déjà été fabriqué et livré. Le ransomware a frappé, ils sont repartis sur des backups qui étaient trop vieux. Et du coup, pour eux, le fauteuil n'avait jamais été fabriqué et livré, et donc ils allaient le fabriquer et me le livrer une deuxième fois. Bah c'est génial, t'as eu un fauteuil pour le prix de deux. Non, je suis trop honnête pour ça, et surtout, j'ai eu pitié parce que je sais par quelle galère ils sont passés. Sincèrement, il faut voir physiquement, les gens vieillissent dans une crise. Vraiment. On croit que c'est une vue de l'esprit. Non, c'est ultra stressant pour les équipes de la DSI, pour tout le monde dans l'entreprise d'ailleurs. C'est excessivement stressant. C'est une peur, c'est un sentiment d'échec parfois pour eux. C'est un sentiment de viol parfois c'est chez moi, c'est mon SI, je suis payé pour le protéger, je suis payé pour le faire tourner. Et ça, c'est juste déjà pour les équipes de la DSI qui sont généralement super engagées. On a des gens qui sont engagés à 200%. Mais même les salariés. Une des victimes que j'ai accompagnées a mis en place un numéro vert pour ses salariés, pour les tenir un peu informés de voilà comment ça se passe, etc. Sur une boîte qui fait à peu près 8000 salariés, la première semaine, ils ont eu 1500 appels, ce qui est quand même plutôt impressionnant, parce que c'est des gens à qui on avait simplement demandé de rester à la maison et d'attendre les consignes pour revenir travailler. Malgré tout, les gens ont envie de savoir, ils ont peur. Donc vous imaginez pour des gens de la DSI qui dorment très peu. Concrètement, là je suis en crise, il y a des messages qui passent le soir à 22, 23 heures, minuit, et des messages qui recommencent à 6 heures, 7 heures du matin, voilà. Donc les gens dorment très peu, ils sont ultra stressés, ils ont énormément de trucs à faire en parallèle, avec toujours la peur et le stress d'oublier quelque chose, de laisser passer quelque chose, la peur que quand il y a des données qui ont été volées, et qui vont peut-être être divulguées, la peur de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces données qu'on nous a volées. Quel va être l'impact sur ma réputation pour mes clients. On sait que quand des données sont volées, sont divulguées, derrière, il y a toute une volée de fraude potentielle qui n'a rien à voir avec l'attaque, mais simplement, il y a des gens qui récupèrent les factures impayées, ou en cours de paiement, qui récupèrent des modèles financiers, qui vont faire des faux, qui vont appeler l'entreprise, qui vont tenter de faire de la fraude au président. Donc tout ça s'accumule donc c'est un stress énorme. Et vraiment, véritablement, j'ai vu des DSI, des RSSI vieillir en 15 jours, quoi. Sans compter que derrière, il y a les activités normales qui doivent reprendre, y compris du retard. Exactement, tout à fait. Alors, quand on parlait de rançon, tu indiquais que dans la plupart des entreprises, il y avait des backups, mais est-ce que les attaquants, justement, avant de chiffrer, ne s'attaquent pas aux backups ? Alors oui, bien sûr, c'est une stratégie des attaquants, mais généralement ils s'attaquent. J'ai vu 2 cas de figure où les attaquants s'attaquaient systématiquement au backup. Le premier, mais là malheureusement c'est quand même une faute sévère, on va dire, de la part de l'entreprise, c'est quand l'accès à la console de contrôle des backups est porté par l'AD. Évidemment, les attaquants s'emparent de l'AD, c'est leur but, et ils y arrivent systématiquement, il ne faut pas rêver, ils y arrivent systématiquement. Et une fois qu'ils ont le contrôle de l'AD, si la console d'administration des backups est authentifiée par l'AD, via l'AD, les backups sont détruits. L'autre cas de figure que j'ai pu voir, c'est quand l'entreprise, la DSI, pensait avoir réglé le problème en disant « Oulala, c'est trop risqué de faire porter l'authentification des backups par l'AD, donc on va faire ça à part ». Donc effectivement, la console d'administration des backups n'est pas portée par l'AD, c'est une authentification locale à part. Sauf que le mot de passe de cette console est stocké dans un KeePass sur un des postes d'administration de la DSI. Et on sait très bien que ces postes-là, ils sont gérés par quoi ? Par l'AD. Et très souvent, ils ne sont pas gérés par un administrateur dédié au poste d'administration. Ils sont gérés par le compte qui gère les postes classiques. Et donc l'attaquant qui va prendre le contrôle de l'AD va voir que qui sont joints au domaine, aussi des postes d'administration, parce que souvent d'ailleurs ils sont nommés PC, admin, machin, et va aller voir sur ces postes-là,
va déposer un KeySIF, qui est un outil qui permet de surveiller le déverrouillage d'un KeePass et d'aspirer le contenu du KeePass, et donc ils ont à ce moment-là, évidemment, là aussi encore l'accès à la console. Voilà. Donc dans des cas comme ça, effectivement, les attaquants qui sont loin d'être cons. C'est pas tous des génies quand même non plus. Mais en tout cas, ils sont pragmatiques. Ils vont tuer les backups évidemment. Et Jérôme, la bonne pratique pour toi, c'est quoi alors justement? C'est d'avoir des comptes locaux, pas avec dans un KeePass, pour les accès à ces... Déjà, c'est d'isoler tout ce qui est administratif. Il faut pas que les postes d'administration soient gérés comme les autres postes utilisateurs. Il faut que toutes les consoles, tout ce qui va être administré, tout ce qui va permettre d'administrer, qui va permettre d'offrir des effets leviers, d'ailleurs, ça va être le SSCM par exemple, ou une console antivirus, etc. Il faut que ça soit géré à part, sur des postes qui n'ont pas le même administrateur que le reste du SI. Avec un deuxième AD ? Avec par exemple un deuxième AD. Alors attention, plus on multiplie ces choses-là, plus on va multiplier les risques et le travail d'administration et les erreurs potentielles. En fait, si ton AD est propre, t'as pas besoin de faire un deuxième AD. Tu peux faire beaucoup de choses. Le problème, on revient sur la problématique habituelle, c'est de dire que pour les tâches les plus sensibles, il faut des postes dédiés sur lesquels on ne peut pas faire de bureautique ordinaire. Et que sinon, en fait, dès qu'il y a une compromission, aujourd'hui, les compromissions rançongicielles, c'est les cas où l'attaquant pirate l'entreprise, devient admin du domaine, à toutes les clés, et quand il y a les bases d'authentification tierces, on le voit récupérer, alors le classique c'est les Excel et les wikis, mais il y a les KeePass, il y a déployer les keyloggers quand il n'est pas trop pressé et récupérer des logins mots de passe. Donc, suivant à quel point il est pressé, il va aller au plus bourrin, où il va prendre un peu plus de temps. Et en fait, à quel point il est pressé, ça dépend pour lui de comment il va rentabiliser son attaque. Est-ce que c'est plus rentable pour lui de terminer la bête rapidement et de passer à une autre, ou est-ce que c'est plus rentable pour lui de bien tout pourrir de manière à tirer une grosse rançon? Son but reste de tirer une grosse rançon. Donc en fait, après, effectivement, il va essayer d'analyser. Parfois, on tombe sur des bourrins qui n'analysent rien, mais sinon, effectivement, son objectif étant de tirer une grosse rançon, il va peut-être analyser quelle est la meilleure stratégie pour lui. Mais clairement, l'idée, c'est que, et c'est ce qu'on voit quasi systématiquement, c'est qu'il y a des jetons d'authentification d'administrateurs du domaine qui sont volés sur des serveurs, qui sont des serveurs applicatifs où un administrateur de domaine n'avait rien à faire, en fait. Raina, tu voulais réagir? Yes. Petite question, parce qu'on parlait tout à l'heure de payer des sous et qu'on sait que tout est bon tant que ça casque. Et du coup, il y a toujours une question qui revient. Quid de la cyberassurance? Est-ce que, Jérôme, tu peux nous parler un peu de si tu as déjà eu à gérer un appel à la cyberassurance? Est-ce qu'on parlait de payer ou pas payer? Et en fait, il y a un récent rapport parlementaire qui est sorti sur la cyberassurance où la préconisation est très clairement d'interdire les paiements de rançon. Et effectivement, tu vois, ce débat-là continue, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de la rançon et il y a le sujet de l'assurance. On va peut-être séparer les deux. Le sujet de l'assurance, à la base, l'assurance, c'est mon expérience avec les assureurs et les cyberassureurs jusqu'à présent a toujours été excellente. C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé qu'ils étaient vraiment là, ils étaient vraiment présents pour aider les entreprises. C'est-à-dire que ils débloquaient, ils prenaient à leur charge tous les frais de la réponse à incident. Alors évidemment, ils sont très pointilleux sur faire la différence entre qu'est-ce qui relève de la réponse à incident et qu'est-ce qui est de la correction et qu'est-ce qui relève de l'amélioration. Donc parfois il peut y avoir des discussions, ils vont dire non, ça on prend pas parce que ça relève à notre sens de l'amélioration du SI, là où nous on pense pas, et voilà. Mais sinon, ils ont toujours été présents. Donc de mon point de vue, de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, c'est pas du tout une escroquerie, ils ont un vrai rôle à jouer, c'est important parce que ils permettent à des entreprises qui sinon n'auraient absolument pas les moyens de faire face à ce type d'incident, d'y faire face avec des professionnels qui vont pas aggraver la situation. Mais les gens, ils t'ont appelé après avoir appelé l'assurance, en général? Ouais. Ou ils t'appellent d'abord et tu dois leur dire appelez vite votre assureur? C'est l'assurance qui ensuite a un panel qui va contacter le premier qui répond, au final, souvent. Et ça passe plutôt d'ailleurs par mon partenaire qui ensuite m'appelle.
là, de ce côté-là, pour moi, l'assurance a vraiment un rôle à jouer important, et c'est important, à mon sens, de séparer les deux, parce que le sujet du paiement du remboursement de la rançon par les assureurs, c'est un sujet qui est un sujet fort, sur lequel il y a beaucoup d'opinions très fortes, alors que le sujet de l'assureur est là pour permettre à une société qui, sans ça, ne pourrait pas faire face à une attaque et mourrait, là, il n'y a pas de débat, en fait, hein, l'assureur a son rôle à jouer. Sur le côté de la rançon, j'ai cru lire en tout cas, mais peut-être que t'as des références, t'as les références, que les entreprises françaises étaient plus attaquées que d'autres parce que justement elles avaient plus tendance à être assurées. Est-ce que tu confirmes? Si tu veux, c'est les mêmes rumeurs que j'ai entendues, on va dire. C'est très difficile de corroborer ça, hein. C'est pas à toi que je vais l'expliquer parce qu'il y a très très peu de retours d'expérience sur. Et tu fais une meilleure veille que moi, c'est pour ça. Mais ce que ça me rappelle, c'est, si tu veux, tous les warnings des voyageurs français quand ils vont dans des coins un peu rouges, quoi, écarlates, tu vois, dans le monde, que puisque le gouvernement français paye les rançons des otages, bah en fait, on va essayer de choper des passeports français. Enfin, des gens avec des passeports français. Donc voilà, je pense que c'est un peu tôt un peu de faire ce genre d'observation parce que juste si des assureurs nous écoutent, ce serait bien en fait de commencer à partager un peu parce que ça sert et que les potentiels clients se posent plein de questions. Mais voilà, ça me surprendrait pas. Mais ne serait-ce que pour répondre à ta question de façon un peu, on va dire, contournée, je sais même pas, en fait, quelle est la proportion de sociétés, on va dire, du CAC, par exemple, qui ont une cyberassurance. C'est très compliqué de juger, en fait. Honnêtement, quand tu discutes avec pas mal d'entreprises, souvent elles te disent qu'elles sont de plus en plus à s'assurer, et ce qui est intéressant, c'est qu'elles disent plutôt que c'est de plus en plus compliqué de s'assurer. Parce qu'en fait, les polices augmentent tellement, elles font du x2, etc. Et maintenant, limite, c'est les polices d'assurance qui, soit les assureurs choisissent parce que concrètement, ils veulent pas prendre trop le risque, etc. Donc c'est aussi un sujet qui va venir aussi un peu compliqué, quoi. Et c'est pour ça que j'ai lu aussi, je sais pas si vous l'avez lu, mais qu'il y avait une députée qui commençait à parler que l'État pouvait aussi intervenir parce qu'il y a des partenariats publics-privés dans l'assurance, hein, pour le terrorisme et puis pour tout ce qui est catastrophe naturelle, et il commençait à dire peut-être que l'État aussi a un rôle à jouer dessus. Après il faut voir ce que ça va donner, quoi. Mais le sujet de l'assurance, c'est pas si simple que ça, quoi. Mais encore une fois, je pense qu'il faut vraiment séparer le sujet du paiement de la rançon par l'assureur, qui lui est polémique et on peut en discuter, du sujet juste de la cyberassurance, c'est-à-dire un soutien aux entreprises qui en ont besoin, qui seraient incapables de payer une réponse à incident professionnel. Et là, pour le coup, l'assureur a tout son rôle à jouer, et de mon expérience, les assureurs ont toujours été ultra au rendez-vous. On a l'habitude de se moquer évidemment des polices d'assurance avec les petits pieds de page qui listent des exclusions d'en plus finir. J'ai pas constaté ça. J'ai toujours constaté des assureurs qui jouaient vraiment parfaitement leur rôle. Donc rien que pour ça, l'assurance a un vrai rôle à jouer. Après, payer la rançon, oui, c'est probablement effectivement une incitation du coup pour des criminels, parce qu'ils savent que les entreprises seront plus enclines à vouloir payer. Mais ça, c'est contrebalancé par mon expérience, et encore une fois, ce n'est que mon expérience. Il y a peut-être un biais quelconque de sélection, je sais pas, mais dans mon expérience, il y a très très peu d'entreprises de victimes que j'ai accompagnées qui ont payé. Vraiment très peu. Alors, si on revient sur les différentes étapes, on a parlé de reprise d'activité. À quel moment s'arrête ta mission? Ils en ont marre de me voir. Non, mais c'est essentiellement quand l'entreprise et la DSI commencent à être plus autonomes sur la gestion. Alors à la fois, déjà quand l'investigation est terminée, c'est-à-dire que l'investigation du CERT, le rapport est rendu et on sait comment l'attaquant a compromis le système d'information, quel était le vecteur de compromission initiale, peut-être les vulnérabilités exploitées. Voilà. Donc là, l'entreprise a une sorte de rapport complet qui lui permet de voir où étaient ses faiblesses dans le cadre de cette attaque-là. Et à ce moment-là, à partir de là, c'est lorsque l'entreprise estime, mais c'est ensemble, on estime ensemble que là, ils n'ont plus vraiment besoin de mes conseils. La reconstruction est largement bien engagée. Les grands partenaires qui ont des interconnexions sont rassurés sur le fait que l'entreprise a pu faire face et est capable de remonter un système d'information de confiance.
Voilà, là, à partir de ce moment-là, globalement, on le sent, hein, on sent les choses un petit peu baisser d'intensité, on a de moins en moins de choses vraiment urgentes à traiter, les réunions sont de plus en plus courtes, voilà, on sent le truc arriver comme ça. Donc il n'y a pas de date exacte pour répondre à ta question, ou de délai exact, c'est plus un feeling qui se fait au fur et à mesure. Christophe, tu voudrais ajouter quelque chose sur ces aspects ? Non, j'étais curieux de savoir combien de temps en général ça prenait pour en arriver là. Généralement, 15 jours. 15 jours, on commence à être... Alors, ça a pu monter jusqu'à un mois. Hein. Ça a pu monter jusqu'à un mois. Mais oui, 15 jours, 3 semaines. C'est les 15 jours de blackout dont on parlait au début de cet épisode ? Oui, à peu près. Ouais. C'est à peu près ça, avec une petite marche derrière où, voilà. 15 jours de vacances, loin de son serveur. Non, mais ce que ça montre aussi, c'est que le prix d'une crise comme ça, c'est pas seulement le prix de l'impact informatique, des gens qui interviennent, c'est la perte d'activité pendant 15 jours, un mois, 3 semaines, plus tous les services qui reviennent pas à la nouvelle. Et là-dedans, le coût est considérable. Et c'est souvent pour ça que les entreprises sont enclines à payer. C'est pas simplement reconstituer des données qui seraient pas perdues ou pas. C'est revenir le plus vite possible à la normale, parce que la perte d'activité, ça veut dire des gens au chômage technique, ça veut dire... Enfin, il y a toute une chaîne de conséquences derrière qui est vraiment considérable. Et je suppose que la cyberassurance, c'est surtout derrière ça, ce qui est payé, l'intérêt de payer, parce qu'on a parlé beaucoup des rançons, mais je pense que concrètement derrière, enfin je sais pas Jérôme, quand on met une cyberassurance derrière, est-ce que c'est surtout payer la rançon ou payer tout ce qui est derrière de justement les coûts, les consultants et tout ça ? Et surtout payer tout le reste, les coûts, les consultants, etc. La remédiation donc, voilà, mais pas les dommages tout court, ça c'est la partie d'assurance classique, normalement. Normalement. Alors ça, pour le coup, il est arrivé de travailler, de voir, en tout cas sur la mission, des consultants qui sont des consultants spécialisés dans l'évaluation de la perte d'activité, qui commencent à travailler en même temps. Après, je suis pas du tout un spécialiste de l'assurance, donc je sais pas qu'est-ce qui relève de l'assurance cyber, qu'est-ce qui relève de l'assurance classique, etc. Mais en principe, justement, l'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires, hein, pour le dire en grande masse, c'est pas l'assurance cyber. L'assurance cyber, ça va être les frais de remédiation, tel que c'est posé en général hein, dans les polices un peu classiques, et l'assurance de responsabilité civile professionnelle, machin, normalement c'est le dommage à autrui, puis parfois on peut en profiter un peu soi-même, perte de chiffre d'affaires, comme quand on a fermé tout le monde à cause du Covid. Il y a un moment, voilà. Tu vois, sur l'assurance cyber, par exemple, je parlais tout à l'heure de points de discussion qu'il peut y avoir entre qu'est-ce qui relève de l'amélioration du SI et qu'est-ce qui relève de la réponse à incident. Le cas de l'EDR, c'est typique. L'EDR, ça peut être considéré à la fois comme de l'amélioration, puisqu'il n'était pas là avant et il apporte un vrai service de sécurité, mais en même temps, c'est un super outil pour l'incident responder, parce que ça permet de reprendre une visibilité, un contrôle sur le parc plus rapidement, plus resserré. Donc voilà, est-ce qu'on considère que c'est de la réponse à incident les 30 premiers jours et que après c'est de l'amélioration ? Est-ce que voilà, il y a souvent des discussions comme ça. Jérôme, j'avais juste une question sur revenir sur la reconnexion avec les partenaires. Souvent, les partenaires, ils demandent quoi comme preuve de confiance ? Est-ce qu'ils demandent par exemple un tampon, par exemple de la l'ANSSI parce que c'est un gros partenaire ? Est-ce qu'ils demandent juste des résultats d'audit ? Enfin, concrètement, ils se basent sur quoi ? Déjà, il y a des partenaires qui demandent des tonnes de trucs auxquels on va pas avoir accès et qu'ils ne donneraient probablement pas si eux-mêmes étaient dans la situation de s'être fait attaquer. C'est plus simple de ce côté. Hein. Voilà, c'est plus simple de ce côté-là. Non, ce qu'ils demandent en général, et d'ailleurs c'est très drôle, enfin c'est logique, tu vas me dire, mais les plus sympas sont ceux qui se sont fait attaquer. C'est-à-dire, très souvent, quand on fait l'interface avec les partenaires, tous ceux qui sont déjà passés par là savent que c'est l'horreur pour l'entreprise et voilà, disent si on peut vous aider, dites-nous ce qu'on peut faire pour vous, bon courage, on sait que c'est compliqué, etc. Ceux qui sont pas passés par là peuvent être assez ennuyeux et intolérants. Mais pour répondre à ta question, le plus souvent, ça va être... alors déjà, ils demandent tous une lettre du CERT qui leur garantit qu'il n'y a plus de vulnérabilité et plus de risque. C'est important une garantie, c'est une obligation de résultat, c'est sûr, tout le monde va signer. Non mais c'est marrant parce que la manière dont tu le poses, c'est tout à fait une réaction de gestionnaire. Je demande une garantie. Mais une garantie de quoi ? On vient de prendre une cyberattaque, on a le service qui est à l'arrêt complet depuis 10 jours, 2 semaines, et tu veux des garanties ? Non mais... Et le Père Noël arrive. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a aucun CERT au monde qui donnera une garantie en disant nous garantissons que le système d'information, donc avec ses 800 serveurs et 3500 postes de travail, non, c'est impossible. Donc en fait, on discute, ça fait partie de la discussion. Moi, je fais souvent des graphiques aussi pour les partenaires en disant voilà, c'est des petits dessins d'enfants, hein, mais voilà, le système, le périmètre compromis, il est là. Vous, vos systèmes qui gèrent les services qui vous sont rendus, ils sont là. Vous voyez qu'entre les deux, il n'y a rien. Voilà, donc j'explique le truc. Et puis après, ce qu'ils demandent,
c'est une garantie cette fois-ci, ou une lettre, ou une attestation en tout cas, de la part de la victime cette fois-ci, ce qui est déjà beaucoup plus raisonnable, en disant voilà, nous avons pris telle et telle, nous vous affirmons et nous nous engageons à avoir pris telle et telle et telle et telle mesure. Voilà. Et donc l'astuce évidemment, c'est de demander à l'avance aux partenaires quelles sont les mesures qui les rassureraient et faire en sorte qu'elles soient prises. Pour répondre à ta question plus précisément, Loïs, très souvent c'est effectivement sans aller jusqu'à l'isolation complète de l'AD, la remontée de l'AD, tout ça, mais c'est au moins le fait d'avoir proofé l'AD d'avoir nettoyé l'AD, d'avoir changé évidemment tous les secrets de l'AD, y compris le cas BTGT, c'est d'avoir déployé du MFA, si ce n'est pas le cas, sur tous les accès distants, c'est d'avoir déployé de l'EDR. Et puis le problème, c'est que t'as pas souvent ces sociétés n'ont pas un seul partenaire ou un seul client. Donc tu as 100 clients différents qui vont chacun demander quelque chose de différent. Ça peut être compliqué aussi. C'est toute la partie un peu d'organiser. On parlait tout à l'heure de comment on organise les choses. Ben ça, c'est un processus notamment qui doit être organisé pour essayer de minimiser les cas particuliers et de maximiser les one size fits all. Alors Jérôme, en conclusion, on va dire, parce qu'on pourrait rester encore en parler pendant 4 heures, est-ce que tu peux nous donner un peu tes recommandations, genre le top 3, quoi, de tes recommandations de comment on se prépare pour sortir de la boue et de sortir en fait par l'eau. Comment on se prépare à ça? Est-ce que je peux t'en donner que 2, mais 2 bons, hein. Ça se voit que tu négocies, hein. Tout de suite, ça commence, quoi. Bon, vas-y, 2, allez. Mais 3e, ça va être Christophe. Exactement, voilà, tiens, c'est une bonne idée, ça. Toujours refiler le travail, comme ça, délégué. Le premier, ça va être de faire un travail qui est rarement fait à l'avance et qu'on est obligé de faire pendant la crise, et évidemment, c'est moins confort de le faire pendant la crise, c'est de cartographier, de faire du business process modeling, donc de cartographier ces processus métiers et de les traduire en systèmes informatiques, le nom des VM, leur hébergement, les réseaux qu'ils utilisent, leurs dépendances, les dépendances des dépendances, etc. De faire toute cette chaîne-là, de manière à ce que quand, au milieu de la crise, la cellule managériale décisionnelle, va dire la priorité, c'est de pouvoir payer les salariés, parce que c'est souvent le cas, hein, souvent les salariés peuvent pas être payés, la priorité c'est de payer les salariés, dans ce cas-là, immédiatement, la cellule technique à la DSI va sortir sa petite documentation qu'elle n'aura évidemment pas stockée sur le SI compromis, parce que sinon elle n'y a pas accès, et va donc vérifier, va se dire, ok, payer les salariés, c'est Sage, c'est tel VM, avec telle dépendance. Donc on prend de manière bête et méchante la dernière dépendance tout en bas, on la remonte, et puis on remonte la chaîne comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à Sage fonctionne. Donc ça, c'est un travail qu'on fait de toute façon quand il faut le faire en crise, mais c'est quand même beaucoup plus confort de le faire hors crise, parce que quand on le fait hors crise en plus, on peut fignoler un peu et avoir par exemple une vision temporelle, de se dire non seulement il y a des priorités métiers, mais peut-être que certaines de ces priorités sont moins prioritaires entre guillemets dans certaines dates de l'année, donc on peut essayer de jouer un peu comme ça. Bon bref, ça c'est de la préparation. Et puis à côté, le deuxième point, c'est évidemment de s'entraîner, c'est de pas découvrir la crise le jour où on nous tombe dessus, et donc de faire des exercices de crise. Et les exercices, cette année notamment, j'ai accompagné beaucoup d'exercices de crise qui étaient des exercices de type COMEX, parce que c'est pas tant que les DSI veulent savoir ce qu'est la crise, je pense que beaucoup de DSI sont conscientes à la fois de leurs faiblesses et de ce que ça veut dire d'avoir un système d'information dans le noir et où ils ont plus confiance. Non, c'est des exercices qui permettent de mettre le COMEX face à toutes les décisions qu'ils auront à prendre pendant la crise. Que le COMEX soit conscient que ce n'est pas que un événement, une crise cyber, technique, c'est une crise d'entreprise et qui donc demande une réponse d'entreprise et notamment au niveau de la gouvernance. Et pour le 3e élément, Christophe, tu veux rajouter? Alors, si j'en avais qu'un à proposer, ce serait de faire un exercice de tabletop avec les responsables métiers et des responsables de la DSI avec le scénario. Il n'y a plus d'informatique, comment on repart? C'est exactement ce dont on parle là, c'est ça. C'est vous êtes dans le noir, que faites-vous? Et là, souvent, on se rend compte que on fait ça. Non, mais là, vous ne pouvez pas le faire pour telle et telle raison. Là, le DSI explique pourquoi. Et puis, ça génère un peu de frustration. Et puis après, de la frustration naît la créativité. Je suis un grand convaincu que la frustration fait naître la créativité et que sans frustration, il n'y a pas de vraie créativité. Et donc là, on commence à avoir des choses super se mettre en place et des vraies idées et ça donne ensuite des vrais projets derrière. Et un dernier prime, c'est d'aller lire le guide de l'ANSSI sur la gestion de crise qui est sorti tout récemment et qui contient beaucoup de bonnes idées.
comme tous les guides de l'ANSSI. Jérôme, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributrices et aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.